Voici la Colombie. On peut y voir les rivières, les montagnes et ce joli contour en pointillés rouges. Ça, c'est la frontière de la Colombie. Mais lorsque tu te rends sur le pays voisin, le Venezuela, tu remarques qu'il n'y a pas de ligne rouge. Pourquoi ? Ça peut sembler étrange, mais ça montre une réalité géopolitique. Google Maps ne trace pas de frontières nettes dans les zones de conflits territoriaux. Quand il n'y a pas de ligne visible, c'est souvent parce que plusieurs pays revendiquent une zone, rendant les frontières floues. Une carte totalement neutre n'existe pas. Chaque représentation géographique implique un choix, et chaque choix comporte un compromis. Pourtant, Google Maps essaie de rester aussi neutre que possible, en évitant de prendre position sur des questions géopolitiques sensibles. En ne marquant pas certaines frontières, ou en n'affichant pas de délimitation claire dans les zones disputées, Google tente de satisfaire un maximum d'utilisateurs, et d'éviter de se retrouver au cœur de conflits politiques, et donc d'être censuré. Selon l'endroit où tu te connectes, tu pourras avoir des cartes légèrement différentes. Une manière pour Google d'ajuster l'information en fonction des tensions locales. Reprenons l'exemple du Venezuela, où une portion du territoire est en litige entre la France et le Venezuela, et pour être plus clair, entre la Guyane et le Venezuela. Bien que la Guyane soit un département français d'outre-mer, le Venezuela revendique une partie de ce territoire dans la forêt amazonienne. Sur Google Maps, les frontières dans cette région sont souvent floues. L'entreprise américaine tente d'éviter de prendre une position sur ce conflit. Ukraine 2014. La Russie annexe la Crimée. Un geste qui ne sera jamais reconnu par l'Ukraine, ni par une large partie de la communauté internationale. Cette annexion déclenche un conflit majeur entre les deux nations, dont les conséquences existent encore aujourd'hui. Si tu utilises Google Maps en Ukraine, la Crimée est considérée comme faisant partie de l'Ukraine. Mais si tu te connectes depuis la Russie, la Crimée apparaît comme faisant partie intégrante du territoire russe. Un numéro d'équilibriste pour ajuster ses cartes en fonction de l'emplacement de l'utilisateur, pour refléter les perceptions locales sans adopter de position officielle. Et la liste est longue. Le Sahara occidental, région du nord-ouest de l'Afrique, est revendiqué depuis des décennies par le Maroc, mais aussi par les Sahraouis, qui luttent pour son indépendance. Depuis des décennies, le conflit persiste et la situation reste incertaine. Chypre. L'île méditerranéenne est divisée en deux. Au sud, le gouvernement chypriote grec, et au nord, la République de Turquie. Au milieu, une frontière variable selon de quel côté on se connecte. Les îles Spratly. Cette chaîne d'îles, entre la mer de Chine méridionale, est au cœur d'un conflit entre plusieurs pays. La Chine, les Philippines, le Vietnam et la Malaisie. Chacun revendique une partie de cet archipel pour les ressources en gaz et en pétrole. Puis on arrive un peu au grand gagnant du conflit territorial, la Chine, avec Hong Kong, Taïwan ou encore le Tibet. Pour le gouvernement chinois, Taïwan fait partie de son territoire. Mais pour beaucoup d'autres pays, il s'agit d'un État autonome. Et ça, sur les cartes, ça varie en fonction de ta localisation. Pour Hong Kong, c'est similaire. Bien qu'officiellement c'est une région autonome de Chine, son statut particulier le rend distinct sur les cartes. Mais tout ça a un petit peu changé depuis les tensions de 2021. Et puis il y a le Tibet, qui pose aussi un gros questionnement géopolitique. Bien qu'étant une région autonome de la Chine, il est souvent vu par d'autres territoires comme indépendant. Là encore, Google ajuste l'affichage en fonction de la localisation de l'utilisateur. Chacune de ces zones est contestée et présente un vrai casse-tête pour Google, qui doit jongler avec les enjeux politiques et diplomatiques. En choisissant d'afficher des frontières floues, la multinationale cherche à éviter de prendre position, car il est important de rappeler que Google Maps, c'est plus d'1 milliard d'utilisateurs chaque mois partout dans le monde. Et l'objectif est d'offrir un service accessible à l'audience mondiale tout en restant en dehors des débats politiques sensibles, et donc en dehors de la censure. Pourtant, les cartes n'ont jamais été un outil neutre. Historiquement, elles ont souvent été utilisées pour justifier des revendications territoriales, renforcer des narratifs nationaux ou légitimer des actions politiques. De l'époque coloniale au conflit moderne, chaque carte a toujours porté avec elle un certain poids idéologique. Au fil du temps, les cartes sont devenues des instruments de pouvoir, façonnant la perception des frontières, des populations et des territoires selon les intérêts des nations qui les produisent. Et ce phénomène n'est pas nouveau. Les cartes ont toujours été un reflet des rapports de force avec les frontières dessinées, non pas en fonction de la réalité géographique, mais des enjeux politiques du moment. Aujourd'hui, Google, avec sa carte la plus utilisée du monde, se retrouve dans une position délicate. Comment rester neutre tout en offrant un service mondial accessible à tous et sans prendre parti? Février 2025. Le nouveau président Donald Trump a proposé de rebaptiser le golfe du Mexique en golfe d'Amérique, à des fins politiques. Un discours qui a évidemment fait réagir la communauté internationale, et pourtant, quelques heures plus tard, ce changement de nom avait été intégré dans Google Maps.
mais avec une particularité, la modification n'a concerné que les utilisateurs se connectant depuis les États-Unis. Pour se situer ailleurs dans le monde, les deux noms apparaissaient parfois côte à côte. Ce qui est particulièrement frappant ici, c'est que Google a réagi en une seule évocation de l'idée, bien avant que la proposition soit votée ou adoptée officiellement, ou même discutée entre les pays. En faisant ce choix, Google a pris la décision de suivre un candidat politique, et ce sans attendre la validation législative. Ça va à l'encontre de l'image construite jusque-là. Google, avec ce geste, montre qu'il n'est plus simplement un acteur technologique neutre. L'entreprise, comme d'autres géants de la Silicon Valley récemment, a de plus en plus pris position dans les débats politiques. On peut penser à Elon Musk, qui a largement influencé le paysage avec ses prises de position publiques, que ce soit pendant les élections présidentielles américaines ou après. À côté de lui, on trouve d'autres figures des GAFAM, également au centre de nombreux débats, qui ne se cachent pas de certaines prises politiques. Google semble avoir franchi une étape importante, en adaptant son service en fonction des décisions ou des idées politiques de Trump. Il est évident que l'idée de neutralité devient de plus en plus floue. Cet événement, autour du golfe du Mexique, montre à quel point Google Maps perd peu à peu de sa neutralité. L'entreprise historiquement perçue comme un acteur apolitique se retrouve désormais à jouer un rôle de plus en plus influent dans les débats politiques. En adoptant la position du président Trump, Google franchit un nouveau seuil, compromettant son image d'outil neutre et fiable. De plus, Google devient de moins en moins fiable. L'entreprise semble privilégier la recherche de clics pour maximiser ses revenus publicitaires, au détriment de la qualité et de la précision de ses résultats. Ici, ça ne touche pas les cartes, mais bien son service principal de recherche. Et face à cette évolution, il devient légitime de se poser une question fondamentale: sommes-nous en train d'observer la fin de Google telle qu'on le connaît ?